Arrête de quémander, a hurlé ma sœur Sandrine en plein milieu du dîner de Noël, son visage tordu par le mépris, projetant des postillons sur la nappe immaculée. C'est la honte pour toute la famille. Regarde-toi, tu fais pitié. Autour de la table, le silence était total, lourd, pesant comme une chape de plomb. Ma mère a baissé les yeux vers son assiette de porcelaine, mon père a toussé, gêné, cherchant une échappatoire sur le mur d'en face, et mon beau-frère Laurent a hoché la tête en signe d'accord, ajustant ses lunettes avec un air suffisant. Ils pensaient tous que j'étais le mouton noir, la ratée qui avait besoin de l'aide de sa grande sœur riche et célèbre pour survivre. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de tristesse cette fois, mais d'une colère froide, calculée, une colère qui avait mis 4 ans à cristalliser. J'ai souri, j'ai levé mon verre de vin rouge et j'ai dit doucement, d'une voix qui ne tremblait pas, « Tu as raison, Sandrine. » Je m'arrête. Personne n'a compris que je ne parlais pas de mendier. Sous la table, mes doigts ont glissé sur l'écran froid de mon téléphone et j'ai envoyé un simple message à mon banquier, bloquez tout. Maintenant. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Sandrine, posé près de son verre en cristal, a commencé à vibrer. BZZZT, BZZZT. Le son de sa destruction financière venait de commencer, et ce serait la mélodie la plus douce que j'ai jamais entendue. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la vengeance la plus satisfaisante de ma vie lors de cette soirée mémorable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle heure est-il chez vous et depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire. J'adore lire vos messages aux 4 coins du monde, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Allez, c'est parti pour l'histoire. Je m'appelle Valérie, j'ai 34 ans, et dans ma famille, je suis ce qu'on appelle poliment l'intello ennuyeuse, celle qui n'a pas réussi à briller. Ce soir-là, je conduisais ma vieille Peugeot 308 grise sur l'autoroute A13, sous une pluie battante typique de la Normandie en décembre. Les essuie-glaces battaient la mesure de mon anxiété, un rythme lancinant qui semblait synchronisé avec les battements trop rapides de mon cœur. Je rentrais chez mes parents à Deauville pour le réveillon de Noël, et j'avais une boule au ventre grosse comme un pamplemousse, une sensation physique de nausée qui me prenait à chaque fois que je m'approchais de la maison familiale. Pour ma famille, je suis une énigme décevante, une erreur de parcours. Je suis actuaire. Pour faire simple, je passe mes journées à calculer des risques financiers, des probabilités de décès et des statistiques complexes pour de grandes compagnies d'assurance basées à Nantes. C'est un métier complexe, qui demande une rigueur absolue, une concentration de tous les instants et qui, contrairement à ce que mes parents croient, paie extrêmement bien. Je gagne environ 8 000 € par mois, sans compter les primes annuelles qui peuvent être conséquentes. Mais je ne le crie pas sur les toits. Je vis simplement, j'épargne, j'investis dans des placements sûrs. Je porte des vêtements confortables, pas des marques de luxe, je conduis une voiture fiable mais banale, et j'habite un appartement modeste mais chaleureux. À l'opposé du spectre familial, il y a Sandrine. Ma sœur aînée, 38 ans. L'étoile, le soleil autour duquel notre famille gravite depuis toujours. Sandrine est décoratrice d'intérieur, ou du moins, c'est ce qu'il y a écrit sur sa biographie Instagram suivie par quelques milliers de personnes. En réalité, elle passe plus de temps à mettre en scène sa vie, à choisir les filtres parfaits et les angles flatteurs qu'à travailler réellement sur des chantiers. Elle est mariée à Laurent, un chirurgien orthopédiste réputé dans la région. Ils forment le couple parfait, l'image d'Épinal de la réussite provinciale, la grande maison à colombage avec vue sur la mer, le Range Rover évoqué rutilant garé dans l'allée, les vacances aux Maldives en hiver et à Saint-Tropez en été, les tenues Chanel et les sacs Hermès. Depuis notre enfance, la dynamique a toujours été la même, immuable. Sandrine est la princesse fragile, celle qu'il faut protéger, admirer, soutenir. Moi, je suis la plante verte robuste, celle qu'on oublie d'arroser parce qu'on sait qu'elle survivra quoi qu'il arrive. Tu devrais faire un effort vestimentaire, Valérie m'avait dit ma mère l'année dernière en me voyant arriver avec mon manteau en laine beige. Regarde ta sœur, elle a toujours une classe folle, elle sait se mettre en valeur. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que la classe de Sandrine, c'était moi qui la finançais en secret depuis 4 ans. En conduisant sous la pluie, les phares des voitures venant en sens inverse m'éblouissant par intermittence, je pensais à la promesse que j'avais faite à ma grand-mère maternelle sur son lit de mort, il y a 5 ans. Elle m'avait pris la main,
sa peau était froide et sèche comme du parchemin, et elle m'avait dit dans un souffle, « Prends soin de ta sœur, Valérie. Elle brille fort, mais elle est fragile. Promets-moi de maintenir la paix dans la famille, promets-moi que vous resterez unis. » J'avais promis. J'avais serré sa main et j'avais juré. Et cette promesse était devenue une chaîne autour de mon cou. Une chaîne en or massif qui me coûtait une fortune et qui était en train de m'étrangler lentement, jour après jour. Je voyais les panneaux Deauville approcher, et je savais que ce soir, quelque chose allait changer. Je ne pouvais plus continuer à être l'actuaire invisible qui signait les chèques de la princesse capricieuse. Mais je ne savais pas encore que la soirée allait virer au cauchemar absolu avant de devenir ma libération. Tout a commencé il y a exactement 4 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier, chaque détail est gravé dans ma mémoire. Il était 2 heures du matin, un mardi de novembre, une nuit où le vent soufflait fort dehors. Mon téléphone a sonné, déchirant le silence de mon petit appartement nantais. L'écran affichait Sandrine. À cette heure-là, on ne pense qu'aux catastrophes. Sa voix était méconnaissable, brisée par les sanglots, ponctuée par une hyperventilation paniquée. « Valérie. Valérie, aide-moi, je t'en supplie. Je vais mourir. Je vais me tuer. » J'ai bondi de mon lit, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline inondant mes veines. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé? Où est Laurent? Les enfants vont bien? » Non, c'est pire, a-t-elle octé. C'est Laurent. S'il apprend ce que j'ai fait, il va me quitter. Il va demander le divorce, il va me prendre les enfants. Valérie, je suis foutue, ma vie est finie. Elle m'a raconté, entre 2 crises de larmes, qu'elle avait utilisé la carte de crédit conjointe du cabinet médical de Laurent, une carte strictement réservée aux dépenses professionnelles, pour acheter une collection exclusive de sacs à main de luxe. Elle prétendait que c'était pour les revendre avec profit, une opportunité d'investissement incroyable qu'une amie lui avait conseillée. Le montant s'élevait à 4 000 €. Mais l'acheteur potentiel s'était désisté au dernier moment, et l'échéance de la carte tombait le lendemain matin. « C'est juste une erreur, Valérie, a-t-elle imploré. Juste une fois. Je te rembourserai le mois prochain, je te le jure sur la tête de mes enfants, sur la tête de maman. Mais s'il voit le relevé bancaire demain, c'est fini. Tu sais à quel point il est rigide avec l'argent, tu sais comment il est. Aide-moi, par pitié. Pour la famille. Pour maman qui ne supporterait pas un scandale. Pour la famille. » Ces mots magiques, ces mots maudits. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à mes neveux, Léo et Chloé, qui risquaient de voir leurs parents divorcer, de voir leur monde s'écrouler. J'étais la petite sœur, la célibataire sans enfant, celle qui avait de l'argent de côté qui ne servait à rien selon leurs critères. J'ai allumé mon ordinateur portable, mes doigts tremblaient un peu sur le clavier, et j'ai viré les 4 000 € sur son compte personnel, pour qu'elle puisse renflouer le compte joint avant l'aube. Merci, merci ma chérie. Tu es un ange. Tu me sauves la vie. Je ne l'oublierai jamais. Elle a raccroché, soulagée. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement d'avoir aidé ma sœur et d'un malaise indéfinissable, une petite voix au fond de moi qui me disait que je venais de faire une bêtise. Je ne savais pas que je venais de mettre le doigt dans un engrenage fatal, une machine infernale qui allait tout broyer. Le mois suivant, elle ne m'a pas remboursé. Elle m'a appelé pour me dire que la vente des sacs avait pris du retard, que le marché était difficile. 2 mois plus tard, un autre appel en pleurs, encore au milieu de la nuit. Cette fois, c'était une dette de jeu en ligne qu'elle avait contractée pour essayer de rembourser la première dette rapidement. 2 500 € perdus au poker virtuel. C'est la dernière fois, Valérie. Je te jure. Je suis en train de décrocher un gros contrat de décoration pour un hôtel de luxe à Cabourg. Dès que je signe, je te rends tout, avec les intérêts si tu veux. J'ai payé. Encore. Parce que je l'aimais. Parce que je voulais croire en elle, en son talent, en sa bonne foi. Parce que je voulais être la bonne sœur, celle sur qui on peut compter. J'étais naïve, terriblement naïve. Je ne voyais pas que je n'aidais pas ma sœur en détresse, je finançais le train de vie d'une narcissique pathologique, je nourrissais une addiction au paraître qui n'avait aucune limite. L'exception est devenue la règle.
L'urgence est devenue une habitude, un mode de vie. En l'espace de 4 ans, je suis passée du statut de sœur bienveillante à celui de banquier personnel non rémunéré, de filet de sécurité invisible. Sandrine avait mis en place un système pervers, d'une complexité effrayante. Elle ouvrait des crédits à la consommation, ces fameux crédits renouvelables au taux d'intérêt exorbitant qui vous piègent à vie, pour financer son train de vie princier. Quand elle ne pouvait plus payer les mensualités, quand les huissiers menaçaient, elle se tournait vers moi. J'ai commencé à payer directement ses factures pour m'assurer que l'argent n'était pas détourné vers d'autres achats frivoles. Chaque début de mois, je faisais mes propres comptes, rigoureusement, puis je réglais les siens. Le leasing du Range Rover évoqué, 950 € par mois. La carte American Express Platinum, 1500 € en moyenne, parfois plus. Les frais de scolarité de l'école privée bilingue de mon neveu, 800 €. Les soins esthétiques, les injections, le spa, 400 €. C'était une situation surréaliste, presque comique si elle n'avait pas été tragique. Je vivais dans un 2 pièces à Nantes, je roulais en Peugeot d'occasion, je surveillais les promotions au supermarché, et je payais pour qu'elle puisse rouler en 4x4 de luxe à Deauville et manger dans les meilleurs restaurants. Pourquoi tu continues ? Me demandait parfois ma voix intérieure, surtout la nuit quand je n'arrivais pas à dormir. Parce qu'elle me tenait par la culpabilité, par la peur. Si tu arrêtes de payer, les huissiers vont venir à la maison. Papa et maman vont mourir de honte, maman a le cœur fragile. Laurent va me jeter à la rue avec les petits. Tu veux ça ? Tu veux être responsable de la destruction de notre famille ? Tu veux trahir la promesse faite à mamie ? Elle savait exactement où appuyer. Elle utilisait le chantage affectif avec la précision chirurgicale de son mari. Le pire, c'était la duplicité, le mensonge permanent. Sur les réseaux sociaux, Sandrine affichait une vie de rêve. Ses hashtags préférés étaient Boss Lady, Success, Luxury Life. Elle postait des photos de ses nouvelles chaussures Louboutin avec la légende « Petit plaisir mérité après une dure semaine de travail ». Quelle semaine de travail ? C'était moi qui avais payé ses chaussures en réglant sa facture de carte bleue la veille au soir. Une fois, j'ai eu un retard de virement de 24 heures parce que j'étais clouée au lit avec une grippe carabinée. Elle m'a appelée, furieuse, hurlant dans le combiné. « Tu te fous de moi Valérie ? J'ai reçu une alerte de la banque. Tu es irresponsable. Tu as failli me mettre à découvert, ma carte a été refusée à la station-service, j'ai eu l'air d'une idiote. Fais attention bordel. » J'étais sidérée, la fièvre me faisait délirer mais j'avais compris. Sandrine, je te donne de l'argent. Tu ne me donnes rien, tu aides ta famille. C'est le minimum que tu puisses faire avec tout l'argent que tu gagnes à ne rien faire dans ton bureau gris, assise sur ta chaise toute la journée. Elle avait réussi à inverser les rôles. Dans sa tête malade, c'était un dû. J'étais devenue sa caution solidaire, son droit de naissance, son esclave financière. Et le montant total, jour après jour, mois après mois, avait atteint la somme astronomique de 52 000 €. 52 000 € de mon travail, de mes économies, de mes rêves de voyage, engloutis dans son puissant fond de vanité. Je fais une petite pause ici car je sens ma tension monter rien qu'en vous racontant cela, mes mains tremblent encore sur le volant de mes souvenirs. Soyez honnête avec moi, à ma place, auriez-vous tenu 4 ans ? Auriez-vous continué à payer pour protéger l'image de votre famille ou auriez-vous tout arrêté plus tôt ? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir si j'ai été trop gentille, trop lâche, ou juste stupide. Le point de rupture a commencé à se former en novembre, un mois avant ce fameux Noël. Le ciel était gris, mon humeur aussi. Sandrine m'a envoyé un lien pour un chalet de luxe à Courchevel, une station de ski UP. Coucou Serette. On a prévu d'aller au ski pour les vacances de février. Le chalet est sublime, il y a un jacuzzi sur la terrasse. Il faut juste verser un acompte de 3 000 € pour bloquer la réservation. Tu peux t'en occuper ce soir ? Bisous. J'ai relu le message 3 fois, cherchant une formule de politesse qui n'existait pas. Pas de s'il te plaît. Pas de est-ce que tu peux. Juste un ordre, comme on parle à un domestique. Et surtout, elle parlait de on, mais je n'étais jamais invitée à ses vacances. C'était pour elle,
Laurent et les enfants. J'étais le carnet de chèques, pas l'invité. J'ai répondu, les doigts crispés sur mon téléphone, Sandrine, je ne peux pas. J'ai des dépenses pour mon appartement, je dois refaire l'isolation thermique avant l'hiver. Et 3 000 €, c'est énorme, je ne les ai pas disponibles là tout de suite. Sa réponse a été immédiate et glaciale, comme une gifle. Tu es sérieuse? Tu vas priver tes neveux de vacances au ski pour tes histoires d'isolation? Tu es d'un égoïsme crasse, Valérie. Tu es seule, tu n'as personne, pas de mari, pas d'enfant, à quoi te sert ton argent si ce n'est à aider ceux qui construisent une vraie vie? J'ai tenu bon. Pour la première fois en 4 ans, j'ai dit non. Je ne paierai pas Courchevel, Sandrine. Débrouille-toi. Elle n'a plus répondu. Silence radio. Mais j'ai vite compris qu'elle avait lancé une campagne de diffamation préventive. 2 jours plus tard, ma mère m'appelait, la voix tremblante d'inquiétude. Valérie, je suis inquiète pour toi. Sandrine m'a dit que tu avais des soucis d'argent. Que tu avais fait de mauvais placements en bourse et que tu avais tout perdu. C'est vrai? Tu sais, il n'y a pas de honte à avoir des difficultés, mais tu ne devrais pas mentir à ta sœur, elle s'inquiète pour toi. J'étais bouche bée, le souffle coupé. Quoi? Mais non maman, je n'ai aucun souci. Mes finances vont très bien. Ne nie pas, Valérie, a-t-elle insisté. Sandrine m'a dit qu'elle t'avait prêté de l'argent l'année dernière et que tu ne l'avais jamais remboursé. Elle est trop gentille, elle ne voulait pas nous le dire pour ne pas te faire honte, mais là, elle s'inquiète pour ta santé mentale, elle pense que tu es dépressive. Elle avait retourné la situation avec une perversité incroyable. Elle m'accusait de ce qu'elle faisait elle-même. C'était du génie maléfique. Elle préparait le terrain. Si je parlais de ses dettes, personne ne me croirait, car j'étais désormais la sœur en difficulté financière qui ment par orgueil. J'ai raccroché avec ma mère, les mains tremblantes de rage, les larmes aux yeux. C'était le coup de grâce. J'ai compris à ce moment-là qu'il n'y avait plus de sœurs à sauver. Il n'y avait qu'un parasite à éliminer. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu. J'ai attendu Noël, le moment parfait. Je suis arrivée devant la maison familiale vers 19 h. La façade normande traditionnelle était illuminée de guirlandes dorées, magnifiques et accueillantes, une image de carte postale. Le Range Rover de Sandrine était garé en évidence, brillant sous les lumières extérieures, occupant toute la place, juste à côté de la Mercedes de mon père. J'ai garé ma Peugeot un peu plus loin, dans l'ombre d'un grand chêne, comme d'habitude, comme pour ne pas gâcher le tableau. En entrant, l'odeur du feu de cheminée, du sapin frais et de la dinde au marron m'a accueilli, une odeur d'enfance qui aurait dû me réconforter mais qui me donnait la nausée. L'ambiance était festive, la musique de Noël jouait doucement. Mon père servait du champagne, ma mère disposait des toasts de foie gras sur un plateau en argent. Et là, au milieu du salon, trônait Sandrine. Elle portait une robe en velours vert émeraude, cintrée, qui devait coûter au moins 800 €. Elle rayonnait, elle était la reine de la soirée. Ah, Valérie! Enfin! S'est-elle exclamée en venant m'embrasser, me tendant sa joue parfaite. Son parfum était capiteux, cher. Elle m'a chuchoté à l'oreille, d'une voix mielleuse mais lourde de menaces, « Fais pas la tête ce soir, hein? On est en famille. Ne gâche pas tout avec tes humeurs. » Puis, elle a commencé son spectacle habituel. La distribution des cadeaux avant le dîner. Maman, papa, c'est de la part de Laurent et moi. Elle leur a tendu une enveloppe épaisse, couleur crème. Mes parents l'ont ouverte avec excitation, c'était un bon pour un week-end gastronomique relais et château en Italie, tout compris. Oh mon Dieu! Sandrine! C'est trop! C'est extasié ma mère, les yeux brillants. Vous êtes fou! C'est magnifique! Vous le méritez, a dit Sandrine avec un sourire modeste, posant sa main sur l'épaule de Laurent. On voulait vous faire plaisir. Je savais exactement comment ce voyage avait été payé. J'avais réglé sa note de carte Visa premier la semaine dernière, et j'avais vu la ligne correspondant à l'agence de voyage de luxe. C'était mon argent. C'était mon cadeau. Mais c'était elle qui recevait les louanges, les baisers, la reconnaissance. Vint mon tour.
J'ai tendu mon petit paquet, mal emballé en comparaison. J'avais tricoté une écharpe en cachemire gris pour ma mère, cela m'avait pris 3 mois de soirée, et j'avais acheté une bonne bouteille de Calvados millésimée pour mon père, introuvable dans le commerce ordinaire. Ma mère a ouvert le paquet. Elle a sorti l'écharpe. Oh, une écharpe. C'est très utile, merci Valérie. Tu l'as faite toi-même? C'est bien, ça t'occupe les mains le soir. Le ton était poli, mais la déception était palpable, presque solide. La comparaison était cruelle. Sandrine offrait du rêve, de l'évasion. J'offrais de l'utilitaire, du fait main. C'est mignon, a ajouté Sandrine en caressant l'écharpe avec une condescendance qui m'a donné envie de hurler. Très authentique. Ça fait très terroir. C'est bien que tu fasses attention à tes dépenses en ce moment, Valérie. C'est responsable de ta part de ne pas faire de folie. Elle me lançait un regard en coin, un regard de prédateur. Elle jubilait. Elle pensait m'avoir totalement dominée, écrasée. Elle pensait que j'étais terrifiée à l'idée qu'elle révèle mes faux problèmes financiers. Elle se sentait intouchable, protégée par l'amour aveugle de nos parents. Nous sommes passés à table. La nappe était blanche, la vaisselle des grands jours était sortie. Les huîtres de Cancale étaient fraîches, le vin blanc était glacé. Tout était parfait pour une exécution publique. Le dîner avançait. L'alcool déliait les langues. Laurent, mon beau-frère, parlait de ses opérations chirurgicales complexes et de ses projets d'investissement immobilier dans le Sud. Il était arrogant, un peu vantard, mais c'était un bosseur. Je savais qu'il n'avait aucune idée des dettes abyssales de sa femme. Il lui confiait la gestion des dépenses courantes du ménage et elle maquillait les comptes avec talent. À côté de moi, il y avait Manon, ma petite cousine de 22 ans, étudiante en médecine. Elle avait l'air soucieuse, elle mangeait peu. Alors Manon, les études, ça avance? A demandé mon père en se servant du vin. Manon a soupiré, posant sa fourchette. C'est dur, tonton. Le rythme est infernal. Et puis, la vie à Paris est tellement chère. J'ai du mal à payer mon loyer ce mois-ci, mon propriétaire a augmenté les charges. Je vais devoir prendre des gardes de nuit en plus à l'hôpital, j'ai peur de rater mes examens à cause de la fatigue. C'était une remarque innocente, un simple constat de la vie étudiante difficile. Mais ma mère a saisi l'occasion pour faire la leçon, comme elle aimait en le faire. Tu sais Manon, il faut savoir gérer son budget, c'est une question de priorité. Regarde ta cousine Sandrine. Elle a monté son entreprise, elle gère une famille, une grande maison, des employés, et elle est toujours impeccable. Elle est généreuse, elle sait faire fructifier l'argent, elle a le sens des affaires. Puis elle s'est tournée vers moi, le visage sévère, déçu. Pas comme Valérie. À 34 ans, elle devrait être installée, propriétaire, mais elle tire le diable par la queue. Toujours à compter les centimes, à vivre chichement, et pourtant, elle n'y arrive pas. C'est une question d'état d'esprit. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire la vérité, pour hurler que je gagnais 4 fois le salaire moyen. Maman, je ne tire pas le diable par la queue, Sandrine m'a coupé net. Elle a posé sa fourchette avec un bruit sec contre la porcelaine fine. Le silence s'est fait instantanément. Oh, arrête Valérie, a-t-elle lancé d'une voix forte, projetant sa voix comme une actrice de théâtre sur une scène. Maman a raison. On en a assez de tes jérémiades, de ta figure de victime. Elle a pris une gorgée de vin, lentement, ses yeux plantés dans les miens, brillant de méchanceté pure, d'un plaisir sadique. Tu crois que je ne sais pas? Tu es toujours là à rôder, à attendre qu'on te donne quelque chose, à profiter des restes. L'autre jour encore, tu me demandais de l'argent pour tes travaux, tu pleurnichais au téléphone. C'était un mensonge éhonté, une inversion totale de la réalité. Je sentais le sang affluer à mes joues, mes oreilles bourdonner. Sandrine, c'est faux, ai-je tenté de dire. Arrête de quémander. A-t-elle hurlé soudainement, me faisant sursauter sur ma chaise. C'est gênant. C'est la honte pour toute la famille. Regarde Laurent, il n'ose même plus te parler tellement il est embarrassé par ta situation de raté. Tu es l'aînée, non, tu es la cadette, mais bon sang, grandis un peu.
Débrouille-toi. Arrête de t'accrocher à mes basques comme une sangsue, trouve-toi un mari riche si tu ne sais pas travailler, mais laisse-nous tranquilles. Tout le monde me regardait. Mon père avait l'air atterré par mon comportement supposé. Laurent hochait la tête en nettoyant ses lunettes, visiblement mal à l'aise mais solidaire de sa femme, convaincu par ses mensonges quotidiens. Manon me regardait avec pitié, baissant les yeux. Sandrine venait de m'humilier devant toute la famille, le jour de Noël. Elle m'accusait d'être une sangsue alors que c'était elle le vampire qui me vidait de mon sang depuis 4 ans. Elle utilisait mon argent pour m'écraser, pour briller. C'était le moment. Le déclic. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur, cette fois. Mais ma patience. La promesse faite à ma grand-mère venait d'expirer, consumée par les flammes de sa méchanceté. Le temps semblait s'être arrêté. Je regardais Sandrine. Elle avait un léger sourire triomphant aux lèvres, un petit rictus de satisfaction. Elle pensait m'avoir mise KO. Elle pensait que j'allais pleurer, m'excuser comme d'habitude, ou quitter la table en courant, la laissant savourer sa victoire et son foie gras en paix. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti un calme absolument envahir, une froideur polaire. Une clarté cristalline. J'ai souri. Un vrai sourire, doux et terrifiant à la fois. Tu as raison, Sandrine, ai-je dit d'une voix posée, sans le moindre tremblement, surprenant tout le monde. C'est gênant. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû laisser l'argent s'immiscer entre nous. Sandrine a semblé surprise par ma docilité inattendue, un instant déstabilisée, mais elle a renchéri, voulant enfoncer le clou. Eh bien, je suis contente que tu le reconnaisses enfin. Il était temps que tu ouvres les yeux. Oui, ai-je continué, en la fixant droit dans les yeux. Il est temps que je prenne mes responsabilités d'adulte. Je vais arrêter de, comment as-tu dit? De quémander. Immédiatement. Ce soir même. J'ai glissé ma main dans la poche de mon pantalon. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé ma mère, agacée. On ne téléphone pas à table, Valérie, un peu de tenue. Je règle juste un détail pour prouver ma bonne foi à Sandrine, ai-je répondu calmement. C'est important. Sous la nappe, à l'abri des regards, j'ai ouvert mon application bancaire avec mon empreinte digitale. L'interface bleue est apparue. J'ai accédé à la rubrique virement programmé. La liste était longue. Virement loyer Range Rover, 950 €. Prévu le 25 décembre. Je clique sur la petite poubelle. Supprimer. Confirmer. Virement Amex Sandrine, 1800 € ce mois-ci. Prévu le 25 décembre. Supprimer. Confirmer. Virement École privée Saint-Joseph, 800 €. Prévu le 26 décembre. Supprimer. Confirmer. Virement Crédit Conso Sofinco, 450 €. Supprimer. Confirmer. Virement Crédit Conso CTLM, 500 €. Supprimer. Confirmer. En 30 secondes, j'avais annulé 4 500 € de flux financiers qui devaient partir le lendemain matin à la première heure. Puis, j'ai ouvert ma boîte mail. J'avais un brouillon prêt depuis une semaine, au cas où, une assurance que je n'espérais pas devoir utiliser. Destinataire, Monsieur Marc D., directeur d'agence, qui est aussi un ancien camarade de promotion. Objet, révocation immédiate caution solidaire Madame Sandrine X. Contenu, je révoque avec effet immédiat ma garantie sur tous les comptes de ma sœur. Je signale également une suspicion d'utilisation frauduleuse de mes fonds et de mes données. Bloquer tout lien entre nos comptes, refuser tout prélèvement venant de sa part. Envoyer. J'ai reposé mon téléphone sur la table, écran contre la nappe blanche. J'ai repris ma fourchette en argent et j'ai piqué un morceau de dinde au marron. C'est fait, ai-je dit joyeusement, en mastiquant. Je ne serai plus un fardeau pour toi, Sandrine. Je te le promets. Elle m'a regardé avec suspicion, plissant les yeux, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Elle pensait que j'avais peut-être annulé une demande d'aide imaginaire, ou supprimé son numéro. Elle ne savait pas que je venais de couper son oxygène, de débrancher son respirateur artificiel.
Nous avons continué à manger pendant environ 10 minutes. L'ambiance était un peu tendue mais Sandrine, rassurée par ma soumission, était en pleine forme. Elle racontait ses exploits imaginaires de décoration pour un client VIP à Monaco, un prince russe soi-disant. Il voulait absolument du marbre de Carrare partout. Je lui ai dit, écoute chérie, le marbre, c'est tellement 2010, il faut du béton ciré et du bois brut. Soudain. BZZZT. Le téléphone de Sandrine, posé à côté de son assiette, a vibré bruyamment contre le bois de la table et s'est allumé. Une notification lumineuse. Elle a jeté un coup d'œil distrait, continuant sa phrase. BZZZT, BZZZT. Deux autres notifications coup sur coup, insistantes. Elle a froncé les sourcils, s'interrompant. Elle a pris son téléphone avec agacement. Je l'ai observé attentivement tout en buvant mon vin, savourant chaque seconde. Je pouvais imaginer ce qu'elle voyait, je connaissais les codes par cœur. Alerte banque, virement permanent annulé. Alerte banque, solde débiteur dépassé. Alerte Amex, prélèvement rejeté. Carte suspendue immédiatement. Son visage a changé de couleur. Le fond de teint onéreux masquait mal sa pâleur soudaine, ses yeux se sont écarquillés. Un problème ? A demandé Laurent, la bouche pleine. Non, non, rien. Des spams, sûrement. Des publicités. Elle a reposé le téléphone, face cachée, rapidement. Sa main tremblait légèrement, je l'ai vue. Elle a essayé de reprendre son histoire de marbre et de prince russe, mais sa voix était moins assurée, elle cherchait ses mots. BZZZT. Encore une vibration. Puis une sonnerie stridente. C'était un appel. Elle a regardé l'écran. Service recouvrement Amex. Elle a rejeté l'appel fébrilement. Qui c'était ? A insisté Laurent, sentant que quelque chose clochait. Rien, je te dis. Une erreur de numéro, un démarchage téléphonique pour des fenêtres. Mais le destin a le sens de l'humour, un humour noir et implacable. Sandrine, voulant prouver sa magnificence une dernière fois, voulant écraser le doute qui naissait dans la pièce, a pris son téléphone. Tiens, en parlant de cadeaux et de luxe, j'ai oublié de commander le champagne spécial pour le nouvel an, le millésime que papa adore. Je vais le faire tout de suite sur l'application Nicolas, comme ça c'est livré demain matin, frais de port express à ma charge bien sûr. Elle voulait montrer qu'elle dépensait sans compter, qu'elle était la maîtresse du jeu. Elle a tapé sur son écran avec ses ongles manucurés. Valider le panier. 300 € de champagne. Nous avons tous attendu, la regardant faire. Elle a froncé les sourcils. Elle a tapé à nouveau, plus fort. C'est bizarre, ça ne passe pas. Réseau de merde, le Wi-Fi capte mal ici. Et c'est avec l'autre carte, celle du compte joint, a suggéré Laurent. Non, je veux utiliser la mienne, c'est mon cadeau. A-t-elle répliqué trop vite. Elle a changé de carte virtuelle. Validé. Soudain, une notification sonore brutale a retenti dans le silence de la salle à manger. Indigne de refus sec, métallique, autoritaire. Elle a fixé son écran, pétrifiée. Je savais ce qui était écrit en rouge majuscule, paiement refusé. Contactez votre banque. Laurent a sorti son propre téléphone qui venait de vibrer dans sa poche. C'est bizarre, je viens de recevoir un mail de la banque commune. Il a lu à voix haute, lentement, alerte de sécurité, compte joint bloqué temporairement suite incident majeur sur compte rattaché caution. Sandrine, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon compte est bloqué ? L'atmosphère dans la pièce est passée de festive à glaciale en une fraction de seconde. Le château de cartes s'effondrait en direct, sous nos yeux. Sandrine a commencé à paniquer, ses yeux dartant de gauche à droite comme un animal piégé. Je ne sais pas. C'est sûrement un piratage. On s'est fait hacker par des Russes. Valérie, tu t'y connais en chiffres, en informatique, aide-moi. Fais quelque chose. Elle avait le culot de me demander de l'aide maintenant ? Après m'avoir traîné dans la boue ? J'ai fini mon verre, savourant la dernière goutte. J'ai essuyé ma bouche avec ma serviette en tissu brodé. J'ai regardé Laurent droit dans les yeux, d'homme à homme presque. Ce n'est pas un piratage, Laurent.
Sandrine s'est figée. Tais-toi Valérie. Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu dis n'importe quoi. Au contraire, ai-je répondu calmement, en me levant lentement. Je sais exactement de quoi je parle. Puisque tu m'as demandé d'arrêter de quémander et de gérer mes finances, j'ai décidé de clarifier la situation pour tout le monde. J'ai pris mon téléphone. Papa, je peux me connecter à la télé? J'ai quelque chose à vous montrer, c'est important. Sans attendre la réponse, j'ai lancé le partage d'écran via AirPlay sur la grande télévision Samsung du salon, qui diffusait jusque-là une vidéo de feu de cheminée en boucle pour l'ambiance. L'image a changé brusquement. Un tableau Excel est apparu. Net, précis, coloré, professionnel. En haut, en gros caractères gras, le titre s'affichait « Grand livre des dettes de Sandrine, 2020 à 2024 ». C'est quoi ça? A murmuré ma mère, ajustant ses lunettes. J'ai commencé ma présentation comme si j'étais en réunion au bureau, avec la froideur clinique de l'actuaire. Voici un récapitulatif des 4 dernières années. Colonne A, date de la dépense. Colonne B, montant. Colonne C, motif réel de la dépense. Colonne D, motif inventé par Sandrine pour obtenir l'argent de ma part. J'ai fait défiler le document, ligne par ligne. 15 mars 2021, 1200 €. Motif réel, sac Gucci. Motif donné, frais médicaux urgents pour une tumeur imaginaire. 12 juin 2022, 2500 €. Motif réel, voyage entre copines à Ibiza. Motif donné, réparation toiture qui fuyait. 5 septembre 2023, 950 €. Mensualité Range Rover. Payé par Valérie. La liste était interminable, hypnotique. En bas, en rouge vif, le total clignotait. Total PAY accent aigu PAR Valérie, 52 450 €. C'est un faux. A hurlé Sandrine en se levant, renversant sa chaise qui s'est fracassée au sol. Elle a tout inventé. Elle est jalouse. Elle est folle. Elle a passé des heures à fabriquer ça. J'ai sweepé sur l'écran suivant. Des captures d'écran de nos conversations WhatsApp, horodatées, incontestables. Sandrine, message du 14 avril, Valou, ma chérie, je t'en supplie, paie l'Amex ou Laurent va me tuer. Je te le rendrai, je te jure, il ne doit rien savoir. Sandrine, message du 22 août, dis rien à maman pour les 800 balles. T'es la meilleure, je t'aime. Sandrine, message audio, j'ai appuyé sur lecture. Le son était clair, fort. La voix de Sandrine a résonné dans le salon, pleurnicharde et pathétique, vulgaire. Allez Valérie, sois pas une pute, file-moi le fric, t'en as pas besoin toi, t'as pas de vie. T'es seule avec ton chat. Le silence qui a suivi cette note vocale était assourdissant, absolu. On aurait entendu une mouche voler. Laurent était devenu gris, la couleur de la cendre. Il regardait l'écran, puis sa femme, puis l'écran. Il a vu les dates. Il a vu les mensonges. Il a compris. Tu as dit que ton entreprise payait la voiture, a dit Laurent d'une voix blanche, sans timbre. Tu as dit que c'était tes bonus. Tu as dit que Valérie t'empruntait de l'argent, a murmuré ma mère, les mains sur la bouche, les larmes coulant librement. Tu m'as dit qu'elle était ruinée. J'ai tout payé, ai-je dit fermement, ma voix résonnant dans la pièce. Absolument tout. Son image, ses cadeaux, ses vacances, cette robe qu'elle porte. Et ce soir, elle m'a traitée de mendiante devant vous. Alors j'ai fait ce qu'elle a demandé. J'ai arrêté les frais. J'ai coupé les vivres. À partir de maintenant, Sandrine, tu es toute seule face à tes créanciers. La réaction de Sandrine a été terrifiante. Acculée, démasquée, elle s'est transformée en furie. Elle s'est précipitée vers la télévision comme pour effacer les preuves physiquement, griffant l'écran, puis elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par la haine. Tu as ruiné ma vie. A-t-elle crié, les yeux exorbités, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. Espèce de petite garce aigrie. Tu as fait exprès. Tu as attendu Noël pour faire ça. Tu voulais m'humilier devant tout le monde. Oui, ai-je répondu simplement.
Tu m'as humilié pendant 4 ans en privé, et ce soir en public. C'est juste un retour de bâton, Sandrine. C'est la conséquence de tes actes. Laurent s'est levé lentement. C'est un homme grand, calme d'habitude, mais là, il faisait peur. Il tremblait de rage contenue, ses poings étaient serrés à en blanchir les jointures. Sandrine? 52 000 euros? Et combien d'autres dettes? Combien de mensonges? C'est elle qui ment. A-t-elle tenté, désespérée, s'accrochant à son bras. J'ai vu les relever, Sandrine. J'ai entendu ta voix. A rugi Laurent. Il a frappé du poing sur la table, faisant sauter les verres en cristal qui se sont brisés. Tu m'as menti sur tout. L'école des enfants, la voiture, les vacances. Je pensais qu'on épargnait. Je pensais qu'on construisait un avenir. Ma mère pleurait silencieusement dans son écharpe en cachemire, celle que je lui avais offerte et qu'elle avait dédaignée 1 heure plus tôt. Mon père, lui, me regardait avec une expression nouvelle. Ce n'était plus de la pitié. C'était du respect mêlé de honte profonde. Valérie, pourquoi tu ne nous as rien dit? A demandé mon père, la voix cassée. Parce qu'elle m'a fait du chantage affectif, papa. Elle m'a dit que vous mourriez de honte. Que Laurent la quitterait. J'ai voulu protéger la famille. Mais quand elle m'a traité de sangsue, j'ai compris que je ne protégeais personne, je nourrissais juste un monstre. Sandrine s'est effondrée sur le tapis persan, en pleurs, jouant sa dernière carte, la victime éplorée. Je suis malade. J'ai un problème. J'ai une addiction. Vous devriez m'aider au lieu de m'accabler. Valérie, comment peux-tu faire ça à ta sœur? Tu es cruelle. Je me suis levée. J'ai pris mon sac à main et mon manteau. Je t'ai aidé, Sandrine. À hauteur de 52 000 euros. Mon aide s'arrête là. Maintenant, c'est à toi de grandir. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Le dîner était gâché, la dinde était froide, les verres étaient brisés, mais je ne m'étais jamais sentie aussi légère. Joyeux Noël à tous. Je rentre à Nantes. Je suis sortie dans la nuit froide. La pluie s'était transformée en neige fondue, piquant mon visage. Derrière moi, j'entendais les cris de Sandrine et la voix forte de Laurent qui hurlait. La maison parfaite, la vitrine du bonheur, était en train d'imploser. En m'installant dans ma Peugeot, j'ai eu un moment de vertige. Mes mains tremblaient sur le volant, mes jambes étaient en coton. Je venais de dynamiter ma famille. Est-ce que j'étais une mauvaise personne? Avais-je été trop loin? Puis, mon téléphone a vibré. C'était un message de Manon, ma cousine étudiante, qui était restée à l'intérieur, témoin silencieux du drame. Valérie, c'est le chaos ici. Laurent demande à voir les comptes de Sandrine, il parle d'avocat. Elle hurle, elle casse tout. Mais je voulais te dire, tu es mon héroïne. Ce que tu as fait, c'était courageux. Merci d'avoir dit la vérité. Et merci de m'avoir montré qu'on ne doit pas se laisser marcher dessus, même par la famille. J'ai souri à travers mes larmes qui commençaient à couler. J'ai démarré le moteur. Sur le trajet du retour, seul sur l'autoroute déserte, j'ai ressenti une émotion étrange. Ce n'était pas de la joie. C'était du soulagement. Un soulagement physique, comme si on m'avait retiré un gilet de plomb de 50 kilos que je portais depuis des années. Je n'étais plus la banque. Je n'étais plus la béquille. Je n'étais plus la pauvre Valérie. J'étais libre. J'ai repensé aux 4 500 € que je n'enverrai pas demain. J'ai pensé aux 1 200 € par mois que je garderai désormais pour moi. Je vais aller au Japon, ai-je dit à voix haute dans l'habitacle, ma voix résonnant étrangement. L'année prochaine, je vais au Japon. C'était mon rêve depuis toujours, sacrifié sur l'autel des sacs à main de Sandrine. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Je n'ai pas répondu aux appels de Sandrine, 143 appels manqués en 3 jours, des messages d'insultes alternant avec des supplications. J'ai seulement répondu à Laurent. Il est venu me voir à Nantes 1 semaine plus tard. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Il m'a raconté la suite, la descente aux enfers. En fouillant dans les papiers de Sandrine après mon départ, il avait découvert l'ampleur du désastre.
Non seulement elle avait les dettes que je payais, mais elle avait contracté d'autres crédits à la consommation en imitant sa signature à lui. Elle a imité ma signature, Valérie. Sur des documents officiels. C'est du faux et usage de faux. Je pourrais l'envoyer en prison pour des années. Il a décidé de ne pas porter plainte pour protéger les enfants, pour qu'il n'ait pas une mère en prison, mais il a été impitoyable sur le reste. Divorce immédiat pour faute grave. Il a obtenu la garde principale des enfants car Sandrine n'avait pas de revenus stables et une instabilité psychologique avérée. La maison de Deauville a dû être mise en vente en urgence pour éponger une partie des dettes communes et rembourser les crédits. Le Range Rover ? Saisi par la société de leasing dès le premier impayé, puisqu'elle ne pouvait pas payer et que j'avais arrêté de le faire. Une dépanneuse est venue le chercher devant les voisins, l'humiliation suprême pour elle. Et mes parents ? Ils ont découvert que Sandrine avait aussi emprunté les bijoux de ma grand-mère, ce qu'elle m'avait promis, pour les mettre au clou, au mont-de-piété. Ça a été le coup de grâce pour ma mère. L'idole était tombée de son piédestal et s'était brisée en 1000 morceaux tranchants. Sandrine a dû retourner vivre chez eux, dans son ancienne chambre d'ado, à 38 ans. Sans voiture, sans mari, sans gloire, sans amis. Elle a dû prendre un travail. Un vrai travail alimentaire. Elle est caissière dans un supermarché Leclerc à la périphérie de Deauville. L'ironie du sort ? C'est le supermarché où elle refusait de faire ses courses car elle trouvait que ça faisait trop populaire, trop bas de gamme pour elle. 1 an a passé depuis ce fameux Noël. Ma vie a totalement changé, elle est méconnaissable. Avec l'argent économisé, plus de 15 000 € en 1 an, j'ai finalement fait ce voyage au Japon. J'ai passé 3 semaines à Kyoto et Tokyo, sous les cerisiers en fleurs. C'était magique. Pour la première fois, je vivais pour moi, je respirais pour moi. J'ai aussi changé de garde-robe. Non pas pour devenir comme Sandrine, mais pour me faire plaisir, avec des vêtements qui me plaisent. J'ai acheté ce bel appartement à Nantes avec vue sur la Loire, un endroit à moi. Mes relations avec mes parents sont en reconstruction, c'est lent. Ils s'excusent souvent, ils pleurent parfois. Ils ont réalisé qu'ils avaient négligé la fille qui était toujours là pour eux, solide et fidèle, au profit de celle qui les éblouissait avec des paillettes fausses. Je leur ai pardonné, parce que c'est ce qu'on fait, mais je garde une distance saine. La confiance, c'est comme une assiette brisée, on peut la recoller, mais on verra toujours les fissures, on sentira toujours la fragilité. Quant à Sandrine, je l'ai croisée une fois, lors d'une brève visite chez mes parents pour l'anniversaire de mon père. Elle portait un jean ordinaire et un pull bouché. Elle avait l'air fatiguée, aigrie, vieillie. Elle n'a plus cette arrogance, cette lumière artificielle. Elle a essayé de me parler dans le couloir. Tu es contente de toi? Tu as eu ce que tu voulais? M'a-t-elle demandé avec amertume, sans une once de remords. Je n'ai jamais voulu ton malheur, Sandrine, ai-je répondu doucement. Je voulais juste que tu arrêtes de causer le mien. Tu as choisi ta vie, tes mensonges. J'ai repris la mienne. J'ai aidé Manon, ma cousine, à finir ses études de médecine. Mais je ne lui ai pas donné d'argent gratuit. Je l'ai embauchée pour faire du classement administratif pour moi le week-end, payé très correctement. Elle a appris la valeur du travail et de l'argent. Elle est devenue médecin le mois dernier. C'est ma plus grande fierté, ma véritable réussite familiale. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est peut-être vrai, mais parfois, le sang peut aussi être toxique, empoisonné. J'ai mis 4 ans à comprendre que se faire respecter par sa famille est plus important que de se faire aimer à tout prix, que l'amour ne doit pas s'acheter. Aujourd'hui, quand je regarde mon compte en banque, je ne vois plus les chiffres de l'anxiété, mais ceux de la liberté. Je ne suis plus l'actuaire ennuyeuse. Je suis Valérie, la femme qui a su dire non. Sandrine m'a traitée de mendiante, et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cette insulte a été l'électrochoc nécessaire pour me réveiller de mon cauchemar réveillé. Si vous êtes dans une situation où vous vous sacrifiez pour quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous prend tout en vous faisant sentir coupable, qui utilise votre amour comme une arme, écoutez-moi bien, arrêtez. Coupez les ponts. Coupez les vivres. Ils vont vous détester? Oui. Ils vont crier? Oui.
Ils vont vous traiter de tous les noms? Sans doute. Mais au final, vous serez libre. Et la liberté n'a pas de prix. Voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné un peu de force si vous vivez quelque chose de similaire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de ma réaction. Est-ce que j'ai été trop dur en dévoilant tout sur la télé devant tout le monde? Ou est-ce que c'était mérité? Mettez un j'aime si vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid, et avec un fichier Excel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite, car aux dernières nouvelles, Laurent, mon ex-beau-frère, m'a invité à dîner, mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt.